Alors, tout d'abord, je vais me présenter. Donc, je suis Florence Mury, j'enseigne à l'université, à l'UPF, en tant qu'agrégée de géographie. Et donc, en parallèle, je fais une thèse sur le régionalisme océanien. Et donc, je vais vous présenter aujourd'hui le fruit d'une première année de thèse, donc une première année consacrée à un travail bibliographique. Et donc, je vais me concentrer sur une toute petite partie de ce travail bibliographique consacré aux grands événements régionaux, et notamment à un grand événement régional, le Festival des Arts du Pacifique, qu'on va abréger en FESPAC parce que c'est un petit peu long. Alors, donc ces résultats que je présente aujourd'hui, ils sont encore à l'état d'hypothèse et ils vont faire l'objet d'un travail de terrain dans les 2 prochaines années à venir. Et donc aujourd'hui, j'ai choisi de me limiter, étant donné le temps imparti, uniquement au FESPAC. Donc il s'agit d'un événement culturel majeur qui a été initié dans les années 70, en 1972 plus exactement, par la Commission du Pacifique Sud et qui se tient tous les 4 ans dans un pays différent en Océanie. Cet événement, il fait l'objet d'une fréquentation de plus en plus importante et il rassemble entre 22 et 27 pays selon les années. Donc l'objectif de cette communication, c'est de questionner la manière dont le FESPAC participe du régionalisme océanien. Et donc je cherche à comprendre quelle représentation de la région est donnée lors de cet événement, voire quelle idéologie régionale est diffusée, est favorisée par cet événement. Donc mon travail bibliographique qui m'a poussé tout d'abord à m'intéresser à la manière dont les organisateurs de l'événement s'approprient par leur discours différents régimes d'historicité, différents types de savoirs, donc des savoirs vernaculaires mais aussi des savoirs scientifiques, dans le but d'affirmer une origine commune, dans le but d'affirmer une autochtonie régionale qui justifie les retrouvailles lors de l'événement, lors du FESPAC. Okay, donc c'est le but de cette première partie, de s'intéresser à ces matériaux scientifiques donc, qui permettent d'affirmer cette autochtonie régionale. Donc on peut tout d'abord partir, je suis désolée, la mise en page a un peu sauté, on peut tout d'abord partir d'une analyse de discours, donc un discours qui a été prononcé par Sir Geoffrey Arama Henry lors du FESPAC de 1992, donc il s'agit du 6e FESPAC, et donc il s'agit d'un discours qui a été prononcé au moment de l'arrivée des pirogues traditionnelles qui constituait un temps fort de ce Festival des Arts du Pacifique. Donc dans ce discours, Sir Henry rappelle tout d'abord qu'il s'agit du plus grand rassemblement de pirogues traditionnelles depuis plusieurs siècles et que ce rassemblement il a lieu 16 ans après la traversée du Pacifique par Hokulea. Surtout, il affirme que les traversées réalisées constituent une nouvelle preuve du caractère intentionnel de la découverte des îles qui a été initiée par les ancêtres austronésiens des populations du Pacifique. Donc, en affirmant cela, Sir Henry se situe directement dans un débat scientifique. Le trajet effectué par ces pirogues constituerait une réponse à l'hypothèse qui est encore défendue par certains chercheurs qui pensent encore en 1992 une découverte accidentelle des îles du Pacifique. Donc ici, Sir Henry prend parti pour l'hypothèse d'une découverte intentionnelle contre cette hypothèse d'une découverte accidentelle. Ce discours et plus généralement l'arrivée des pirogues à Rarotonga déclenche une grande émotion parmi les spectateurs et donc on a connaissance de cette grande émotion notamment par les travaux de Jacqueline Lewis Harris, donc une anthropologue qui était présente lors de l'événement et qui décrit même des spectateurs en larmes au moment de l'arrivée de la dernière pirogue, donc la pirogue Aotearoa, en provenance de Nouvelle-Zélande. Donc ce qu'on voit avec ce premier exemple, c'est que la prise de position de Sir Henry
ne se fait pas simplement dans un but de débat scientifique. Il ne s'agit pas uniquement de statuer sur le passé, il ne s'agit pas uniquement de proposer une reconstitution du passé qui aurait été rendue possible par le discours scientifique. Ce qui se joue ici, c'est un peu sur le même modèle qu'Okulea, c'est de mettre en scène un passé qui est reconstruit à la fois par le discours scientifique et par les savoirs vernaculaires, dans le but de recréer un entre-soi, dans le but de placer l'événement sous le signe des retrouvailles et de vivre ces retrouvailles sous un mode affectif. De vivre ces retrouvailles aussi sous le mode de la fierté régionale. Alors, on peut maintenant se demander comment, en retour, les scientifiques analysent l'utilisation qui est faite de leurs matériaux. Donc, pour répondre à cette question, on peut partir d'un second exemple qui est celui de l'intégration récente. Donc, depuis 2004, Taïwan participe au Festival des Arts du Pacifique. En l'état actuel des connaissances, il apparaît que cette origine taïwanaise des populations du Pacifique avait été largement oubliée par ces populations océaniennes et que c'est donc le discours scientifique, le discours archéologique et le discours linguistique notamment, qui a participé à reconstruire cette origine taïwanaise. Donc la filiation qui existe aujourd'hui entre populations du Pacifique et autochtones de Taïwan, cette filiation, elle n'existe que par le discours scientifique et c'est en vertu de cette origine ancienne qu'on intègre Taïwan au FESPAC. Cependant, on ne peut ignorer une autre interprétation possible, une interprétation cette fois qui sera géopolitique et plus simplement culturelle ou historique. En se tournant vers l'Océanie, Taïwan prend acte de sa marginalité en Asie. Aïe, aïe, aïe. L'ordinateur doit redémarrer, il écrit. Il doit redémarrer. Il a rencontré un problème. Bon, je vais... donc, l'autre interprétation possible géopolitique, donc, c'est le fait que Taïwan prenne acte du fait qu'elle soit aujourd'hui marginalisée en Asie, étant donné ses relations plus que fluctuantes avec la Chine. Et donc, elle se tourne vers l'Océanie en jouant la carte de l'autochtonie. Donc, dans cette interprétation, on peut se poser la question d'une manipulation possible des territoires océaniens et de leur instrumentalisation dans des stratégies qui sont mises en œuvre par des puissances extérieures. Est-ce que cette seconde interprétation efface la première? Est-ce que cette interprétation géopolitique efface l'interprétation culturelle et historique? Est-ce que cette interprétation, elle annule l'autonomie des populations du Pacifique dans l'événement? Est-ce qu'on peut accréditer complètement cette instrumentalisation? Okay. Donc il y a tout un pan des sciences humaines qui va traiter des événements régionaux en cherchant à démêler justement ces enjeux, en cherchant à découvrir derrière l'affichage culturel les tenants politiques et sociaux de la reconstruction du passé et des événements régionaux. Donc on rejoint ici une grande thématique qui a animé la recherche sur le Pacifique dans les années 90 et dans les années 2000, à savoir la réinvention de la tradition. Côté francophone, on a donc une figure qui a été très importante dans ce questionnement, c'est la figure d'Alain Babadzan, donc un ethnologue qui s'est attaché à démontrer comment ce qu'il appelle le spectacle de la culture, donc le spectacle de la culture, c'est le titre d'un de ses ouvrages, comment le spectacle de la culture en Océanie répond en fait aux intérêts des puissances occidentales. Donc pour lui, le FESPAC s'inscrirait à l'origine dans une stratégie d'instrumentalisation du culturel, à des fins de stabilisation géopolitique de la région. Donc ce FESPAC, il aurait été créé pendant la guerre froide, donc dans un contexte de guerre froide, et plus généralement, la renaissance culturelle, elle aurait pris naissance dans ces années-là, dans le but
de détourner les populations du Pacifique de la lutte politique et de la lutte postcoloniale. Donc, avec ce type d'argumentation, Alain Babadzan instruit un procès en origine néocoloniale de l'événement, voire en inauthenticité de cet événement. Il va même plus loin en expliquant que les FESPAC sont un reflet, sont un effet de la planétarisation du rapport occidental moderne à la culture. Il instruit donc un second procès, cette fois en marchandisation, voire en folklorisation de cet événement. Et donc on arrive ici à un paradoxe de la recherche dans le Pacifique, puisque d'un côté, les travaux des scientifiques permettent de reconstruire le peuplement, permettent de reconstruire les échanges précoloniaux à l'échelle de la région et donnent une unité à cette région. Mais d'un autre côté, la réactivation volontariste de ces liens, notamment lors des grands événements régionaux, lors des grands événements culturels, elle est interprétée par une partie des scientifiques comme une reconstruction orientée par les manières de faire de l'Occident ou directement orientée par ses stratégies politiques. Donc, c'est comme si la science participait à reconstruire le passé, mais qu'elle voulait dresser des objets purs et qu'elle regardait d'un œil un peu suspicieux toutes les pratiques hybrides qui sont mises en œuvre par les organisateurs du festival. On peut noter cependant que la communauté scientifique n'est pas unanime sur le sujet, donc si tant est qu'il existe une communauté scientifique, il y a des divisions et bien sûr ces thèses qui tendaient à déconstruire la renaissance culturelle, elles ont rencontré plusieurs oppositions, notamment les travaux de Margaret Joly, mais aussi les travaux qui étaient antérieurs d'Albert Wendt, qui sortent de ce cadre et qui accréditent la renaissance culturelle. En fait, pour les tenants, pour les opposants à cette théorie de la déconstruction, ce type d'interprétation, cette manière de remettre en cause la renaissance culturelle, ce serait une manière pour les Occidentaux de toujours se mettre au centre des raisonnements sur la région, en surestimant le poids de la colonisation et en déniant aux populations du Pacifique leur capacité d'agency. Les auteurs, pour accréditer donc ces événements, insistent sur le lien de fidélité que ces événements entretiennent avec le passé, plutôt que sur le lien de véracité qu'ils entretiennent avec ce passé. Donc, contrairement aux apports scientifiques sur le peuplement de l'Océanie, le débat sur l'invention de la tradition semble peu intéresser les organisateurs des FESPAC. Ils ne prennent pas part directement à ce débat, mais seulement indirectement lorsqu'ils répètent à plusieurs reprises que ces événements sont gratuits et que ces événements sont organisés par des Océaniens pour des Océaniens. En affirmant ça, en disant que c'est un événement gratuit organisé par des Océaniens pour des Océaniens, ils rejettent l'idée d'une occidentalisation de leurs pratiques. Et surtout, ils renvoient dos à dos l'accusation en marchandisation, l'accusation en touristification, en folklorisation de leur événement. Donc, à l'issue de cette première partie, on identifie une certaine aisance chez les organisateurs de l'événement dans la manipulation de temporalité, dans leur capacité à enjamber la période coloniale, à valoriser la période précoloniale, dans leur capacité à manipuler des régimes d'historicité pour recréer une assise historique commune, quitte à ne pas tenir compte des tergiversations, quitte à ne pas tenir compte des débats que cela suscite en retour du côté des scientifiques. Cependant, ces discours, bien qu'ils soient répétés lors de chaque édition du FESPAC, ne représentent qu'une toute petite partie de l'événement.
Et on peut se demander ce qu'il en est des performances proposées et même de l'organisation spatiale de l'événement. Qu'en est-il de l'artisanat qui est montré? Qu'en est-il des performances artistiques qui sont proposées? Est-ce qu'on retrouve cette même mise en scène de l'autochtonie régionale dans le présent, dans le concret des performances proposées dans l'événement? Alors, l'échelle phare mise en scène lors de l'événement est l'échelle nationale. On peut le voir notamment quand on étudie l'organisation spatiale de l'événement, ce qui fait dire toujours à Alain Babadzan que l'événement joue le rôle de pédagogie de la nation. Si on regarde donc ce plan, on voit apparaître des territoires nationaux, des territoires autonomes, mais aussi des archipels, donc une échelle encore plus fine dans le cas de la Micronésie. Donc de même, l'événement ne prévoit aucun espace pour représenter justement cette autochtonie, cette identité régionale commune. Il n'y a pas de véritable mise en scène des territoires intermédiaires. On ne voit pas représenter les espaces subrégionaux comme la Mélanésie, la Micronésie ou la Polynésie. Katrina Martina Teaiwa montre également que l'organisation ne permet pas de montrer la contribution des communautés diasporiques au régionalisme océanien. Les communautés diasporiques, elles sont systématiquement rattachées à la société insulaire d'origine. Il n'y a eu qu'une seule exception en 2008, quand l'événement a eu lieu à Pago Pago, donc aux Samoa américaines, où la communauté diasporique de San Diego a défilé aux côtés des habitants de l'archipel, aux côtés des habitants des Samoas américaines, mais dans un contingent séparé. Donc cette pratique est restée une exception, et ce qu'on voit, c'est que dans la manière dont l'événement a lieu, l'affirmation de l'autochtonie régionale, elle se situe du côté du discours, elle se situe du côté du passé, alors que l'organisation des performances est encore largement vouée à l'affirmation des nations, voire de territoires encore plus petits. Okay. Alors, on en arrive à la conclusion. Donc, la recherche sur le Pacifique, elle est mobilisée dans les discours des organisateurs de l'événement pour affirmer une unité océanienne qui joue sur le registre de l'autochtonie, alors que les savoirs traditionnels, eux, font l'objet d'une mise en scène qui repose très largement sur un cadre qui est national. Donc on arrive ici à un second paradoxe, c'est que l'identité régionale qui est ici affirmée, en fait tout se passe comme si l'enjeu de l'événement c'était d'orchestrer à chaque édition des retrouvailles entre acteurs nationaux qui étaient autrefois membres d'une même famille, sans s'autoriser à représenter les nouveaux liens que ces acteurs nationaux tissent entre eux dans la période actuelle. Et pourtant, en dépit de tout cela, moi, ce que j'entends démontrer dans mon travail de thèse, c'est que cet événement fait incontestablement exister la région. C'est une de mes hypothèses, qu'il s'agit d'un espace-temps de rencontres régionales sans équivalent dans le Pacifique. Donc, ce qui permet cette rencontre régionale, c'est tout d'abord l'itinérance de l'événement, qui favorise une sensibilisation progressive à la régionalisation des populations des pays hôtes. De plus, cette circulation, elle constitue une remise en cause des logiques centre-périphérie qui animent par ailleurs l'Océanie. Donc ce qu'on remarque, c'est que les puissances comme l'Australie ou la Nouvelle-Zélande ne sont pas plus représentées que les autres, et même quand l'événement a lieu à domicile en Australie, il n'a pas lieu à Canberra, Sydney ou Melbourne, il a lieu à Townsville, dans une ville qui est quand même plus secondaire. Ce qui permet aussi de rééquilibrer, de remettre en cause cette logique centre-périphérie, c'est l'alternance stricte qui a été imposée dans l'accueil du FESPAC entre Polynésie et Mélanésie dans un premier temps, puis à partir de 2004, entre Polynésie, Mélanésie et Micronésie. À chaque fois, à savoir qu'il y a un roulement entre les différentes éditions. On peut aller encore plus loin en montrant que cet événement,
il n'empêche pas des formes d'hybridation transocéanienne. Donc le fait que l'événement privilégie le cadre national n'empêche pas des formes d'hybridation, à savoir que sa répétition au cours du temps, le fait que ce soit régulièrement les mêmes acteurs qui se rencontrent dans cet événement, ça va favoriser des formes de croisement dans les pratiques, dans les performances qui sont présentées. Ça a été notamment le cas pour ici donc la réinvention de la danse chamorro, la danse traditionnelle de Guam, qui a été réinventée à partir des apports de la danse hula, donc de la danse hawaïenne. Donc ils se sont donc Frank Raven s'est très librement inspiré de ces mouvements pour refonder une danse chamorro, puisque lors des premières éditions, on avait reproché à la danse chamorro d'être trop espagnole, d'être trop hispanisante. Donc à la différence du discours sur l'autochtonie régionale précoloniale, cette hybridation récente, elle n'est pas encore assumée pleinement par l'événement. Elle n'est pas pensée comme telle, elle n'est pas affichée comme telle. Et donc c'est à nouveau Katrina Teaiwa qui pointe le doigt sur cette hybridation. Elle n'est pas ouvertement assumée lors du festival. J'ai fini. Je vous remercie. Thank you. Does anyone wish to speak?